encore une fois tout le monde, ici c'est David et nous allons reprendre notre cours d'histoire virtuelle en parlant de l'unité 1 de l'histoire d'Espagne, la construction de l'État libéral en Espagne de l'année 33 jusqu'à l'année 68. Ok, on y va. Très bien, donc on continue, on a laissé la dernière vidéo pendant les années de la régence de Maria Cristina. Et nous allons voir comment les libéraux les plus progressistes vont pousser la reine régente à entreprendre de réformes plus progressistes et des mesures plus progressistes, notamment cristallisées dans la Constitution de l'année 37. Avant de faire cela, je vous propose un peu de voir l'évolution des différents personnages qui représentent le tête, on peut dire, du pouvoir politique, toujours sous la figure du roi ou de la reine régente, mais qui témoignent en fait cette évolution de personnages, aussi l'évolution de la pensée et de la participation des libéraux, et l'évolution donc de l'idéologie libérale dans ces années des constructions, de première construction de l'État libéral en Espagne. On peut commencer par exemple par Ferrer Bermúdez, qui était le premier ministre, l'homme fort politique des dernières années de Ferran Sater, qui est en fait qui a été remplacé par Martínez de la Rosa après, qui a été à la tête du gouvernement de les années 34 et 35, et finalement on voit la figure de Mendizábal qui va devenir très important à cause des mesures qu'il va proposer. Si on fait un parcours idéologique de ces trois personnages qui ont été à la tête de différents gouvernements pendant ces années, on voit qu'on passe de Ferrer Bermúdez, un absolutiste à tendance réformiste, à un libéral à tendance progressiste, en passant par un libéral tendance modérée. Donc il y a un parcours évident et donc une évolution dans la participation politique des libéraux dans la période en Espagne. On peut dire qu'on est arrivé pour réformer, pour bâtir, construire, mais que cela va provoquer en fait là le symbole de feu représente aussi que la guerre civile, et c'est Mendizábal qui aura donc la guerre civile et la conflictualité sociale, et c'est Mendizábal et les progressistes qui auront la clé de la paix sociale, on peut dire. Bon, de quoi on parle quand on parle de réforme progressiste? Avant de parler de la Constitution, il faut bien faire référence au désamortissement Mendizábal, parce que c'est la première grande réforme libérale qui a été mise en place par les différents gouvernements, ou par les gouvernements proches de la régente Maria Cristina, notamment par Mendizábal. Qu'est-ce que c'est un désamortissement? Un désamortissement, c'est un procès pour lequel on enlève une propriété, ok, désamortisser donc les biens ou les propriétés de l'Église. Ça veut dire que l'État prend les contrôles, achète d'une façon forcée, on peut dire, par un prix marqué pour l'État même, par le gouvernement, toutes les propriétés et les terrains, notamment agricoles, que l'Église à cette époque-là possédait en Espagne. Pourquoi faire ça? Bon, d'abord il y a l'idée de remplir d'argent et des capacités économiques l'État, ok, pour prendre des autres mesures, mais aussi, on peut dire, ou bien diront les plus progressistes ou les plus libéraux, pour répartir la richesse dans les pays. Dans ces cas-là, la richesse par rapport aux propriétés qui appartenaient à l'Église, et la plupart d'entre elles, de ces propriétés, n'étaient bien cultivées en fait. On parle notamment de terrains agricoles. Donc, le désamortissement Mendizábal, c'est une loi, c'est une mesure entreprise par ces gouvernements progressistes qui ont lieu à partir de différents bouleversements. Rappelons-nous de la conflictualité sociale, des crises de Bullangas qui se passent à Barcelone notamment, et qui ont provoqué l'appel de Maria Cristina à voilà,
dans ces cas, à Mendizábal pour développer et faire voir à la société que le gouvernement, la régence aussi, était pour des mesures et des réformes importantes pour le développement du pays. Objectif du désamortissement Mendizábal. Bon, d'abord modifier la structure de la propriété de la terre. Enlever la propriété euh, notamment de la religion, de l'Église, okay, des différentes congrégations religieuses, pour la répartir entre et créer une classe sociale nouvelle de petits propriétaires agricoles, ce qui, par exemple, avait été mis en place par les révolutionnaires français lors de la Révolution française et puis matérialisé sous l'autorité de Napoléon Ier, une fois l'Empire est déjà proclamé. Incrémenter la productivité du secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture. La vaste propriété des terrains agricoles provoque que ces terrains agricoles, ces camps de cultivation soient très improductifs. Donc il faut répartir ces terrains pour les rendre plus productifs. Comme j'ai déjà dit, il s'agit aussi de consolider l'État libéral en base à la création ou la facilitation pour la création d'une base sociale formée par des petits propriétaires. Si on désamortisse le terrain agricole, on peut le vendre à des paysans ou à la petite ou moyenne bourgeoisie. On va provoquer la création d'une nouvelle classe sociale, des propriétaires qui va bien pouvoir payer ses impôts, qui va donc participer de la vie économique du pays. Il s'agit donc d'une mesure de modernisation du point de vue libéral. Et finalement aussi, rappelons-nous, l'Espagne, le pays, se trouve en guerre civile. La guerre est toujours chère, très chère. Donc, on peut chercher la réduction de la dette publique causée par la guerre. Okay? Dans l'effet de vendre les terrains agricoles, on peut réduire la dette causée par la guerre. Quels sont les objectifs qui ont été atteints par les désamortissements et les objectifs qui n'ont pas été atteints? Bon, le désamortissement Mendizábal n'a pas modifié la structure de la propriété de la terre. Je vais vous parler tout de suite de pourquoi. La productivité n'a pas été incrémentée non plus, ok? On a consolidé un État libéral. Bon, pas vraiment parce que la possibilité des gens du peuple d'accéder à cette propriété a été très très limitée. Mais ce qu'on a réussi avec le désamortissement Mendizábal, c'est un peu les courts termes, c'est-à-dire la réduction de la dette, les problèmes qui assolaient les pays à ce moment-là, c'était la guerre civile, la guerre carliste. Donc c'est là où on l'a réussi, on a réduit la dette publique, mais on n'a pas réussi à modifier la structure de la propriété de la terre, incrémenter la productivité non plus, ou bien consolider vivement un État libéral. Ce qui nous laisse dans une dichotomie, une sorte de polarisation, qui va aussi diviser, bien évidemment, les libéraux à cause des résultats de ces mesures et de l'intention finale de la régence du gouvernement pour mettre en place ces mesures. On se trouve donc dans la dichotomie, la polarisation de bien une réforme agraire, c'est-à-dire le désamortissement doit être mis en place pour créer une réforme agraire, c'est-à-dire provoquer l'accès à la propriété de la terre d'une partie très importante de la population espagnole qui n'est pas habituée à avoir la terre en propriété parce que l'Espagne est habituée notamment le sud du pays et l'est du pays, à des grands latifundes. Des grandes extensions de terrain qui sont propriétés ou bien d'un seigneur ou bien d'une congrégation religieuse. Cette réforme agraire contre les désendettements de l'État, c'est-à-dire le fait de remplir les arches de l'État d'argent pour payer la guerre. Les plus progressistes vont se rallier à l'idée de réforme agraire, les moins progressistes, ou les progressistes light, ou les modérés, ou les conservateurs,
vont voir qu'une opportunité pour désendetter l'État. Ok. Ce qui nous laisse par exemple dans une situation de confrontation, ok, idéologique. À quoi ça sert une loi, une mesure? Bon, à changer la réalité ou bien à faire face à un problème concret, spécifique du moment qui va se terminer dans quelques mois, dans quelques années ou je sais pas quoi. Observez les mots d'un député progressiste qui s'appelait Flores Estrada, qui est dans la chambre de Próceres, a dit: ces projets de désamortissement de Mendizábal nourrissent seulement aux spéculateurs et aux hommes habitués à s'enrichir d'une façon scandaleuse en peu de jours, sans autre chose à faire que spéculer avec l'ignorance et la misère des peuples et l'injustice des gouvernants. C'est-à-dire, ces désamortissements proposés par Mendizábal a été une opportunité à la spéculation, c'est-à-dire ceux qui avaient de l'argent, de la capacité monétaire, capitaliste, ils ont profité du désamortissement pour grandir ses propriétés, sa richesse, au lieu de céder, au lieu de profiter de l'opportunité pour créer une base de petits propriétaires agricoles qui auraient donné un sens libéral, un sens de citoyenneté à la population. Parce que si la population n'a pas accès à la propriété, et cela est une discussion très intéressante des jours de la Révolution française, si on n'a pas la propriété, on ne peut pas avoir la sûreté d'exister, d'avoir une vie digne. Donc la propriété, elle doit d'abord assurer l'existence des gens et puis en tout cas enrichir les autres. Mais il y a une priorité. Ça, c'est les points de vue très progressistes, ok? Mais il y a les autres qui pensent ou profitent le désamortissement pour, voilà, pour continuer à s'enrichir. Ce sont les mots de Flores Estrada que je trouve très 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 intéressants. Et donc une source primaire super utile pour l'étude de la période. Alors, quel est le contexte de cette mesure et qu'est-ce qu'on peut dire que les résultats de cette mesure a provoqué? Il faut se rappeler du contexte immédiat de l'époque. Ok, dans l'année 36, ok, il va y avoir un événement majeur à la Granja de San Ildefonso à Madrid, qui est la résidence d'été de la reine régente et de sa fille Isabelle et bon, ses filles. Et dans les contextes du pays, il y a eu des révoltes urbaines très importantes en l'année 35, comme las Bullangas de Barcelone. On est au milieu d'une guerre civile contre le prétendant carliste et ses partisans. Il y a une division chez les libéraux provoquée par les différentes mesures. D'abord, les statuts royaux qui avaient déjà marqué une ligne idéologique importante entre les modérés ou conservateurs et les plus progressistes, qui exigeaient beaucoup plus de garanties, mais aussi les désamortissements, la mise en place de ces résultats. Mécontentement vers les réformes modérées, ok, de ces premiers libéraux modérés qui font partie des premiers gouvernements de la régente. Ce qui a provoqué un coup de force contre Maria Cristina, la régente, et contre la tendance modérée qui était à son côté à cette époque-là. Les généraux, c'est-à-dire les militaires de premier rang, de premier ordre, qui s'identifiaient avec les idéaux beaucoup plus libéraux, ok, sont entrés dans la Granja de San Ildefonso et ont exigé, épée à la main, ok, à coup de revolver, on peut dire, on exigeait la suspension du statut royal de l'année 34, jugé des très conservateur et très peu libéral, et que la reine régente approuve la constitution de 1812, c'est-à-dire la PEPA. La régente, menacée donc de ces coups de force, a dû faire appel à Cortés pour introduire la PEPA. Donc on peut dire que l'été de l'année 36, la PEPA est redevenu le texte légal pendant quelques mois qui a réglé l'Espagne. Mais c'est clair que la PEPA allait trop loin pour la plupart des libéraux et aussi des partisans de la monarchie. Et donc ce qu'il faut faire,
c'est rédiger une nouvelle constitution sous la base de la PEPA, mais une nouvelle constitution qui ne soit pas tellement radicale, on peut dire, comme cette constitution créée l'année 12 au milieu de la guerre d'invasion française. Voilà la constitution de l'année 37 qui va être en vigueur jusqu'à l'année 45, où une nouvelle constitution va s'installer. Mais on y arrivera. Quelles sont les caractéristiques principales de cette constitution de l'année 37? Bon, c'est une constitution progressiste dans un certain sens. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de la souveraineté nationale, il y a la reconnaissance aussi des divisions de pouvoir, il y a des droits et des libertés citoyennes qui sont considérés dans les préambules et dans l'articulation de cette constitution. Mais à la vérité, ok, dans sa nature la plus profonde, c'est un faible progrès par rapport au statut royal de l'année 34. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'obligation de suivre le règle catholique. Okay? Le catholicisme est considéré comme l'élément clé, les noyaux de la société à l'époque, et donc la politique et les différentes réformes, même libérales ou les plus progressistes, ne peuvent pas s'éloigner de cette idée ultra-catholique, ce qui nous explique déjà l'importance de la religion catholique et de sa hiérarchie dans la vie politique de l'Espagne, okay? Et comment ces hiérarchies ecclésiastiques, religieuses ont empêché les progrès du libéralisme, de la construction de la citoyenneté espagnole et de l'arrivée des libertés et des droits plus ou moins ouverts ou universels pour tout le monde. Mais aussi, encore un autre élément qui nous fait penser que la Constitution est un faible progrès par rapport à l'État royal de l'année 34, c'est les pouvoirs concentrés de la couronne. Okay? Donc la couronne reste un élément très, très, très important. Observez donc que c'est une constitution qui a l'image d'être progressiste, mais qui, si on l'étudie au fond, on va voir qu'elle continue avec les éléments qui empêchent d'ouvrir la voie politique et le libéralisme à la citoyenneté, notamment la liberté de culte, la liberté de pensée et le pouvoir concentré de la couronne. Et il faut, dans ces moments, il faut donc, on va faire un petit saut, okay, de 2 années. L'année 39, okay, avec cette constitution mise en place, okay, la constitution, elle n'est pas très progressiste au fond, mais elle a réussi à calmer les esprits de conflictualité sociale, okay, parce que c'est un changement quand même, c'est une constitution, ce n'est pas un statut royal, ce n'est pas une charte octroyée, il y a la reconnaissance de la souveraineté nationale, etc. Et je vais vous parler tout de suite d'une nouvelle période, okay, de la régence, c'est-à-dire comment le général Espartero va prendre les contrôles du pays, de la régence, donc du destin, on peut dire, d'Isabel Sarona, qui est la reine officielle. On attend qu'elle ait la majorité d'âge. Mais le général Espartero, il est qui le général Espartero? Bon, il est le protagoniste de ce qu'on appelle el abrazo de Vergara. Okay? El abrazo de Vergara, c'est les symboles, ce qui est resté des symboliques del convenio de Vergara. Le convenio de Vergara, c'est la paix entre les carlistes et les isabéliens. Les Isabéliens qui ont reçu l'aide du Royaume-Uni, par exemple, qui a reçu des soldats britanniques pour combattre les carlistes au nord de l'Espagne, notamment dans les Pays Basques, ont finalement vaincu la sulévation ou la proclamation de légitimité de Carlos María Isidro de Bourgogne, les prétendants carlistes. Baldomero Espartero, qui est le général de l'armée isabéline, de l'armée libérale, de l'armée fidèle à la reine régente et à Isabel Sargona, est vu comme le héros de la paix, okay? Le responsable. Et on a chanté, on a fait de la symbologie, el abrazo de Vergara, Le général Maroto, c'est le chef militaire de l'armée carliste. Qu'est-ce que c'est la signature de ce convenio de Vergara? Vergara, c'est un petit village du Pays Basque. Là, vous avez l'image au fond. Okay? Qu'est-ce que c'est
Qu'est-ce qu'elle signifie cette signature? Bon, d'abord, l'obligation de la dissolution de l'armée carliste, ok, mais on ouvre la possibilité de réintégrer tous ces soldats qui le veulent et qui l'acceptent, la réintégration dans l'armée isabeline, dans l'armée royale espagnole, ok. Et la régente, en profitant voilà, la popularité d'Espartero parmi les Espagnols, le héros de la paix, a fait appel à Espartero au gouvernement. Ok. Donc Espartero, qui vient d'être quelqu'un de très très reconnu en Espagne, est appelé au gouvernement. Il va former un gouvernement. Il va petit à petit prendre beaucoup plus de pouvoir politique et quelques mois plus tard, il va prendre par la force la régence de la reine Isabelle II. Donc il va se proclamer régent. Il va obliger Maria Cristina de quitter sa fille et il va prendre les contrôles, la direction du pays pendant 3 ans. Pendant 3 ans dans lesquels il va, on peut dire, c'est parler des dictatures à l'époque, c'est un peu complexe parce qu'il n'y avait pas une démocratie avant. Mais c'est vrai que sans aucune légitimité, mais la légitimité du peuple, non, d'être un héros de la paix, aussi un libéral, un militaire, un soldat libéral, un général libéral, il va prendre aussi le contrôle de la régence. Et il va devenir le régent de la régence. Ici, les jeux des mots. Okay, un peu. Baldomero Spartero, il a cherché un prétexte pour prendre le contrôle de la régence autour d'une loi, d'un conflit qui existait parmi les municipes, une partie très importante des municipes de l'Espagne, et la couronne. Et c'est la loi municipale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les municipes, les municipalités, les villes, les villages étaient habitués à se gouverner. Ils avaient un peu d'autonomie, on peut dire, dans les sujets qui leur attachaient. Là, c'est compréhensible du point de vue que c'est difficile pour un gouvernement comme pour une monarchie du 19e siècle en Espagne d'arriver un peu partout dans les territoires. Donc, cette cession du pouvoir, on peut dire autonomique, ou cette autonomie, on peut la comprendre de ces points de vue. Mais c'est vrai que dans les projets centralisateurs de la partie modérée et conservatrice, Maria Cristina avait limité la capacité de ces villes et de ces villages de faire ses propres lois et de se régler un peu la vie en fonction de ses priorités, ses nécessités. C'est en fait Espartero qui a joué le rôle des défenseurs de cette loi municipale et donc de l'autonomie des municipes. Il a donc profité de cette sorte de discussion entre les villes et les villages et la régence pour dire, moi, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire une vraie loi municipale qui donne de l'autonomie et de l'indépendance aux municipes et aux petits villages et aux grands villages pour régler ses affaires. Donc il a profité de ces conflits c'est intéressant parce que il a profité de cette victoire politique, on peut dire, cette loi municipale pour prendre le contrôle absolu du pays, de la régence. Mais observez que la pratique, il peut paraître un peu démocratique ou démocratisante dans sa manière de faire, Espartero, mais je vous offre ici une réflexion très intéressante d'un historien actuel qui s'appelle Manuel Toñón de Lara, qui parle d'Espartero qui dit d'Espartero, sa politique, qui s'appelle libérale et progressiste, oublie les premières et ne comprend pas les deuxièmes. Donc, il juge cet historien qui a fait un travail extraordinaire autour du 19e siècle espagnol. Il juge la figure d'Espartero comme quelqu'un qui profite de l'occasion libérale et progressiste pour arriver au pouvoir, pour prendre les contrôles, mais qui a oublié complètement l'essence du libéralisme, c'est-à-dire l'égalité, la liberté et la fraternité, on peut dire, et qui ne comprend pas la deuxième, le progressisme, c'est-à-dire la mise en place des mesures et des réformes qui servent à démocratiser ou à améliorer les conditions de vie de la plupart de la population. Bon, en tout cas, c'est un jugement que je trouve intéressant à avoir dans la tête.
Imaginez donc que Baldomero Spartero, dans sa courte régence de la Régence, pendant les années 40-43, il va se forger pas mal d'ennemis. Ok. On parle d'un côté les libéraux au côté modéré, ok, les partisans de l'ordre, qui voient dans Spartero quelqu'un qui peut soulever les masses, il peut soulever les peuples entiers, donc c'est une menace pour l'ordre et pour la sûreté nationale. Mais aussi les libéraux du côté radical, ok, qui commencent à penser ou qui pensent déjà, non, dans des éléments de démocratie qui sortent, je pense par exemple, non, qui sont inspirés par les Jacobins français de la Révolution française, par Robespierre et par ces idées de démocratie qui existaient déjà dans les milieux bourgeois ou dans les milieux libéraux, qui sont contraires à Spartero parce que il est une menace pour la démocratie ou pour le libéralisme progressiste. Mais du côté populaire, non pas autant politique mais populaire, il y a aussi la bourgeoisie industrielle catalane et basque qui commence à naître dans ces moments-là, dans ces moments spécifiques. Euh, Pensez par exemple comment les Bullangas de Barcelona ont-elles provoqué la création des usines dans le premier grand quartier ouvrier industriel de l'Espagne, al Raval de Barcelona. Et notamment les ouvriers catalans vont aussi se positionner très en contre de cette figure de Baldomero Spartero et je vais vous expliquer le pourquoi. C'est intéressant. Euh, une petite piste, pensez au soutien qui a reçu l'armée isabéline et Spartero, donc, qui était le général de l'armée, pendant les guerres carlistes. Les Britanniques, et comment les Britanniques sont déjà à cette époque-là une puissance industrielle. Ok. Voilà, pensez à ça, on y arrivera. Parce qu'il y a un événement très important. À Barcelone, en novembre 1842, Baldomero Spartero va décider, quelques mois avant de sa partie, parce qu'il va foutre les camps, okay, il va partir, menacé par des différents prononciaments des militaires qui veulent l'enlever du pouvoir. À Barcelone, il va condamner la ville de Barcelone à un bombardement très important et qui va avoir de funestes conséquences pour la ville catalane. Bombardement, ici vous avez depuis le château de Montjuïc, ici à gauche, vous voyez qu'on va bombarder la ville de Barcelone le 3 décembre 1842. Pourquoi Baldomero Spartero, pourquoi a-t-il décidé de bombarder la ville de Barcelone? L'événement commence d'une façon assez normale, on peut dire, et tout simplement une dispute dans un bureau d'impôt au consume, comme aujourd'hui l'IVA. On payait ses impôts dans un bureau qui était près du port de la ville de Barcelone. Et des journalistes sont allés témoigner ces disputes qui ont entendu en parler et sont allés témoigner. Ils ont été arrêtés par la police, par des soldats. Et cela a provoqué un mécontentement encore plus fort que celui de ce qui s'est passé au bureau d'impôt. Pourquoi une dispute au bureau d'impôt? Parce que payer des impôts, ça veut dire payer au pouvoir central, payer au gouvernement, payer à l'État. Okay. Et quel est le problème de payer un impôt à l'État comme on a fait normalement comme on a fait normalement. Le problème, c'est que avec la négation de payer ses impôts, on va critiquer la politique économique. Attention à ce que je dis, la politique économique mise en place par Baldomero Spartero et par ses alliés, les Britanniques. Okay. Je vous explique tout de suite. D'abord, sachez que la détention de ces journalistes, mais aussi les protestations qui avaient sur place dans les bureaux d'impôts, ont provoqué une sorte de résistance. La ville de Barcelone s'est soulevée. S'est soulevée et a créé une résistance qui était formée par des industriels, des bourgeois de la ville, mais aussi pour les ouvrières.
qui, en cette occasion-là, étaient tous ensemble. On a même créé une junta de gouvernement provisoire, c'est-à-dire une organisation politique qui cherchait régler les affaires de la ville d'une façon indépendante. On peut dire, en faisant un parallélisme comment dire, anachronique, si vous voulez, on a proclamé l'indépendance de la ville de Barcelone pendant quelques jours pour régler les affaires à sa manière, on peut dire. Okay. Et aussi en montrant un refus à ce qui se passait au gouvernement central lié à la figure des Espartero, je répète, et des Britanniques. Des chocolatiers, des fabricants, des confiseurs, des grands propriétaires, des tailleurs, des avocats, des patrons des bistrots, mais aussi les ouvrières, les travailleurs en faisaient partie. Okay, donc un premier élément de protestation très important. Retenez ça dans la tête parce que le rapport entre la Catalogne et l'Espagne vont apparaître pas mal de fois dans notre cours d'histoire d'Espagne du 19e et du 20e siècle. Et là, c'est un premier moment intéressant pour voir quel est le vrai conflit, les vrais chocs d'intérêt qui provoquent cette forme de rupture avec les pouvoirs centraux. Okay. Qu'est-ce qui se passe au fond? Okay. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens qui protestent à Barcelone et qui ont créé la junta provisoire de gouvernement? Le fait que Baldomero Espartero est allié des Britanniques, d'abord pour se battre contre les carlistes, mais après pour avoir un allié très fort et très puissant à l'époque, le Royaume-Uni, l'Empire britannique, n'était pas gratuit. C'est-à-dire, les soutiens des Britanniques à Espartero n'étaient pas gratuits. Il s'agit d'un plan pour lequel, une fois Espartero prend le pouvoir, prend les contrôles, il se proclame régent de la régente, donc le régent, le chef du pays, il va signer un traité de libre commerce avec le Royaume-Uni. Signer un traité de libre commerce avec le Royaume-Uni, ça veut dire que le Royaume-Uni ne doit pas payer des impôts pour acheter ou vendre ses produits en Espagne. Okay? Libre marché, le libre commerce. Ça c'est bien, on peut dire, okay, il y a des théoriciens qui disent que ça c'est la panacea del mundo, d'accord, mais c'est vrai aussi que cela comporte de fortes contradictions. Et pourquoi? Parce que le Royaume-Uni est une puissance industrielle à l'époque. Elle va encore grandir beaucoup plus de ce qu'il était les années 40, mais elle a déjà donc un avantage très important par rapport aux autres pays et aux autres régions industrielles. Barcelone, la Catalogne, l'Espagne à cette époque-là, elle voit naître sa première industrie. Donc, il est impossible de penser que l'industrie catalane peut faire la concurrence à l'industrie britannique. Résultat, les produits britanniques sont beaucoup moins chers, sont beaucoup plus bon marché. Résultat, crise totale dans l'industrie catalane et basque aussi. Parce qu'au Pays Basque, il y avait peut-être moins de manufacturation, mais il y avait beaucoup de production sidérurgique, okay, pour le métal, etc. Donc, le pacte de Espartero, en échange de sa légitimité internationale et d'avoir un allié très fort, ce pacte d'Espartero avec le Royaume-Uni provoque un mécontentement dans les couches bourgeoises, mais aussi ouvrières, parce que les ouvrières vont voir comment les usines vont fermer, ou bien ils ont moins de travail à faire et moins de salaires. Donc tout le monde est fâché avec, pas par la figure en soi-même d'Espartero, mais par son pacte de libre commerce avec le Royaume-Uni, avec la Grande-Bretagne. Okay. Ils ont donc peur de la perte de marché avec les rapprochements et les pactes d'Espartero à la Grande-Bretagne. Donc là, le vrai noyau du problème, du conflit, vous voyez, il ne s'agit pas d'un problème politique du point de vue idéologique ou de sentiment de nécessité de liberté ou d'indépendance, mais de laissez-nous grandir notre économie, notre industrie, Monsieur Espartero. Au lieu de faire de pactes et de se rapprocher à la Grande-Bretagne qui va, on peut dire, nous faire la concurrence impossible à suivre
pour la capacité très très naissante et très très faible à l'époque de l'industrie espagnole de faire face à un libre marché avec le Royaume-Uni. J'ai beaucoup parlé, je sais, j'espère que vous avez compris, c'est un élément très important et très intéressant, je pense, on peut aussi le réviser dans la vidéoconférence. Vitement, ok, des généraux, des soldats, des militaires, soit modérés, soit progressistes, commencent à voir une menace à la figure et l'autocratie de Spartero. Donc ils vont organiser des différentes tentatives pour expulser Spartero du pouvoir. Il y a une première tentative échouée d'un pronunciamento modéré, protagonisé par des libéraux qui sont en exil à Paris, en France. Observez, ceux qui veulent enlever Spartero sont ceux qui sont en France. Un ennemi du Royaume-Uni aussi, de la Grande-Bretagne. Okay, donc tout est lié un peu. L'histoire de l'Europe, elle est toujours liée. C'est apassionnant de le voir et de le savoir. Diego de León, Ramón María Narváez, ok, Diego de León non, parce qu'il va mourir dans la tentative de prononciamento, mais O'Donnell et Narváez, vous allez les entendre dans les cours à venir, parce qu'ils vont devenir des protagonistes importants de l'histoire politique du pays. Coupe organisée depuis Paris, ils vont essayer de prendre la reine infante Isabelle, mais c'est une tentative échouée, ok. Ils ne réussiront pas à prendre le contrôle de la reine. La tentative est échouée, mais la bonne tentative arrivera en juillet 1843 dès l'union des modérés et des progressistes. Okay. Il y a beaucoup de soldats qui sont, si bien peut-être dans un premier moment, ils ont soutenu la figure de Spartero à cause de sa large popularité et voilà, et ses idéaux progressistes en principe au début. Ils se sont tous réunis pour expulser finalement Spartero du pouvoir. Et c'est pour cela que Ramón María de Narváez a débarqué à Valence. Il a fait appel au prononciamento qui a été suivi dans beaucoup de coins de la péninsule, ce qui a provoqué que Spartero doit s'exiler. C'est la fin de la régence de Spartero qui a laissé le pays assez touché, on peut dire, notamment par les bombardements de Barcelone en décembre de l'année 42. Mais c'est aussi le moment, l'apparition de nouveaux protagonistes, okay, on peut dire, comme par exemple Joan Prim, Leopoldo O'Donnell ou Ramón María Narváez, et qui, voilà, vont monter au pouvoir en cherchant de la stabilité qui a manqué en Espagne pendant les premières années de construction libérale. Dernière chose que je vous dis pour la vidéo d'aujourd'hui, en 1843, las Cortes vont signer l'âge adulte d'Isabel II, même si elle a 13 ans et elle devait attendre jusqu'aux 16 ans. Elle va être proclamée adulte l'année 43. On a décidé d'avancer l'âge adulte d'Isabelle pour éviter encore une fois un conflit autour de la régence. Isabelle II est proclamée reine absolue reine de l'Espagne et voilà. On commence donc ici, là on le récupérera, ok. Il y a des libéraux un peu de toutes les couleurs, progressistes, modérés, conservateurs. Mais c'est le règne effectif d'Isabelle II, qui commence l'année 43 et qui finira par la révolution de l'année 68, qui va expulser les Bourbons. Ça, c'est les plans de la prochaine vidéo, mais je m'arrête ici et je vous dis merci de m'avoir écouté. Et j'espère que vous allez bien. Et on parle par vidéoconférence, ok? Allez, ciao, ciao!